Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique asiatique qui est consacrée aujourd'hui au 5e anniversaire de la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un. C'était à Singapour, dans l'hôtel Sentosa, il y a maintenant donc 5 ans, au printemps 2018. Et la question est de savoir ce qui reste de cet événement à l'époque qualifié d'historique, à juste titre d'ailleurs, puisque c'était la première fois qu'un président américain en exercice rencontrait son homologue nord-coréen. Que reste-t-il de cette rencontre? Que reste-t-il surtout des promesses qui étaient celles d'une pacification de la péninsule coréenne, avec derrière une participation active à l'époque de la Corée du Sud? 5 ans plus tard, ces célébrations ont été, je dirais, tristement célébrées côté nord-coréen par un soutien très fort de Kim Jong-un à Vladimir Poutine dans la guerre en Ukraine. Le dirigeant nord-coréen a fait état d'un soutien pour la victoire russe et a évidemment pris totalement à contre-courant la communauté internationale et le régime de sanctions qui s'est installé. Donc on est sur quelque chose qui nous éloigne très fortement d'une possibilité de dialogue qui était alors établi ou qui était en tout cas proposé par le président Trump entre les États-Unis et la Corée du Nord. Alors il faut, pour comprendre cet échec, puisque échec il y a, revenir peut-être sur les conditions de cette rencontre. On se souvient qu'elle avait été au départ le résultat d'une séquence plutôt négative entre les deux pays. Quand Donald Trump arrive au pouvoir en janvier 2017, il va s'acharner d'une certaine manière contre la Corée du Nord. Il va même, à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2017, promettre un déluge de feu sur Pyongyang si la Corée du Nord n'accepte pas la dénucléarisation et les exigences qui sont celles non seulement de Washington, mais aussi du Conseil de sécurité, comme nous le savons. Et puis, on a eu, quelques mois plus tard, un réchauffement spectaculaire des relations diplomatiques entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. On se souvient notamment des images des Jeux Olympiques de Pyeongchang, en janvier 2018, et de ces retrouvailles entre les Coréens, qui ont été suivies d'ailleurs d'efforts menés par le cabinet de M. Moon Jae-in, à l'époque président sud-coréen, en direction du Nord. Les États-Unis ont alors suivi cette initiative, d'où cette rencontre à Sentosa en juin 2018, qui sera suivie de 2 autres, à Hanoï en 2019, 1 an plus tard à peu près. Et puis, quelques semaines seulement après, le long de la DMZ, cette frontière, je dirais, devenue permanente par la force des choses entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, où d'ailleurs le président Trump avait effectué quelques pas en Corée du Nord, ce qui était alors historique. Le problème, c'est qu'à l'occasion de ces 3 rencontres, et notamment la première qui nous intéresse ici, aucune véritable feuille de route n'avait été établie dans le supposé accord entre les 2 pays. On se souvient par exemple que Donald Trump avait proposé à son homologue une dénucléarisation de la péninsule, ce que Kim Jong-un avait accepté. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'agenda, il n'y avait pas de conditions, et surtout, Donald Trump n'était pas venu à Singapour entouré de spécialistes des questions nucléaires et donc de conseillers susceptibles de l'aider dans les actes de langage à trouver dans les négociations avec la Corée du Nord. On était donc resté sur quelque chose en surface, de très symbolique. La symbolique n'étant pas ici quelque chose à prendre à la légère non plus, on sait à quel point elle peut avoir son importance dans la capacité à dénouer un certain nombre de liens, mais en l'occurrence, ce ne fut malheureusement pas le cas, puisque très rapidement, côté américain, on a dénoncé le manque de profondeur de la diplomatie de Donald Trump, et ce on était non seulement dans l'opposition du côté des démocrates, mais aussi au sein même de l'administration Trump. On se souvient notamment de John Bolton, son conseiller à la sécurité nationale, qui a critiqué cette initiative de Donald Trump et qui a d'ailleurs été remplacé dans ses fonctions quelques semaines plus tard. Donc on avait des critiques très fortes côté américain, des critiques aussi côté nord-coréen, où on estimait que c'était un jeu de dupes, que les Américains essayaient peut-être de gagner du temps et que de toute façon, les intentions restaient les mêmes, à savoir agressives. Et donc, on s'est assez rapidement rendu compte de part et d'autre que derrière ces sourires de façade, il n'y avait finalement pas grand-chose, ou en tout cas pas de véritable promesse
concrètes. Et donc on arrive à une situation qui, j'ai envie de dire, est non seulement un retour à la normale, puisque de fait, avec d'abord l'élection de Joe Biden aux États-Unis, puis l'élection de Yoon Suk-yeol en Corée du Sud, à peu près un an plus tard, on est arrivé à nouveau à un regain de tension dans la péninsule coréenne, donc retour à la normale, mais un retour à la normale qui doit malgré tout tenir compte de cet héritage, d'où l'importance de revenir sur cet événement. Est-ce que nous devons, à ce stade, partir du principe que l'initiative de Donald Trump a, je dirais, amplifié la division et le gouffre entre les deux pays, dans la mesure où, même quand il y a des initiatives qui sont proposées, ces dernières sont vouées à l'échec, et donc on est dans une situation d'incapacité à trouver les termes d'un dialogue. C'est une option ou c'est une possibilité. À l'inverse, on peut considérer que l'héritage de cette rencontre est tout simplement la possibilité d'engager un dialogue, certes de manière au départ un petit peu, je dirais, non construite, mais au moins sur des bases qui pourrait, le cas échéant, donner des idées aux successeurs de Donald Trump, peut-être à l'avenir aux successeurs de Kim Jong-un également, et en tout cas ouvrir une nouvelle voie dans la capacité pour ces deux pays à s'entendre et à dialoguer. Et donc, il me semble important d'insister sur le fait que cette rencontre de Singapour est à la fois un échec, personne ne le nie, puisqu'il n'a pas donné lieu à une quelconque possibilité d'aller plus loin, mais il ouvre aussi la voie à une réflexion sur une diplomatie que je qualifierais de dénucléarisée, à savoir dans laquelle on va, d'une certaine manière, laisser de côté le fait nucléaire et la question nucléaire nord-coréenne pour essayer de se pencher sur un dialogue un petit peu plus global, un petit peu plus flou aussi, et le cas échéant, revenir avec l'argument nucléaire quelques semaines ou quelques mois plus tard dans la boucle. Donc il y a une vraie interrogation sur une méthode, tout simplement, en matière de diplomatie qui pourrait ici avoir été ouverte. À l'heure où on voit ce regain de tension, on s'interroge aussi sur la capacité à essayer de repenser des stratégies qui échouent. Certes, la stratégie Trump est un échec. Mais la stratégie de Biden est également un échec, puisqu'on n'a pas vu, depuis l'arrivée au pouvoir du président américain, une capacité à essayer d'inciter la Corée du Nord à revenir tout simplement à la raison et à respecter ses engagements sur la scène internationale. Et donc on voit d'une certaine manière que si une stratégie échoue, la stratégie qui est son contraire, qui est proposée aujourd'hui à Washington, n'est pas mieux marquée par le succès. Donc on est dans une situation d'impasse de toute façon. Et par conséquent, il sera indispensable de garder ce souvenir de cette rencontre et de se dire que si on avance timidement ou en tout cas sans quelque chose de véritablement construit, on arrive malgré tout à avancer. Et il me semble peut-être nécessaire à l'avenir de garder un œil un petit peu plus attentif et moins critique peut-être sur cet échec de l'initiative de Donald Trump.